Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, je vous parle de l'acte anormal de gestion. Acte anormal de gestion, alors c'est une notion qui peut paraître un peu compliquée pour beaucoup de personnes, mais c'est une notion essentielle dans le cadre du contrôle fiscal. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. L'idée, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne, comment l'administration redresse et qu'est-ce qui va pouvoir être fait en amont ou en aval pour pouvoir l'éviter. Donc, on se trouve obligatoirement dans le cadre du contrôle fiscal au sens large, contrôle fiscal d'une entreprise, donc ce qu'on appelle une vérification de comptabilité. Et parmi les fondements qui vont permettre à l'administration de redresser la société, on a l'acte anormal de gestion. Alors, c'est une notion jurisprudentielle qui permet à l'administration de réintégrer dans les résultats des charges ou des pertes qui ne relèvent pas d'une gestion normale. La première jurisprudence remonte, il y a quand même très très loin, en 1956, l'arrêt Boyer, qui, où pour la première fois on explique que l'entreprise n'agit pas dans son intérêt lorsqu'elle accepte une charge sans contrepartie ou renonce à une recette sans justification. Donc ce qui est important, c'est que l'acte anormal de gestion, c'est un fondement du rehaussement qui est plutôt souple, avec beaucoup d'interprétations jurisprudentielles et adaptables pour l'administration. Et donc, le chef d'entreprise en face, il doit avoir une gestion plutôt prudente, surtout documentée et cohérente. Parce que selon les typologies d'entreprise et des faits, l'absence de contrepartie peut éventuellement s'expliquer. Donc, il faut toujours anticiper en amont pour éviter une remise en cause. Parce qu'en plus, on va le voir, hein, on a un sujet d'impôt société. Donc aujourd'hui, vous avez une dépense, on va dire, de 5 000 euros. Vous allez avoir 25% de cette somme qui va être réintégrée. Mais on va aussi remettre en cause la TVA que vous avez déduite sur, par exemple, cette charge. Donc il y a un double effet qui est quand même très pernicieux et sur lequel il faut faire vraiment très attention. On peut avoir des éléments et on va dire, des caractéristiques très différentes sur l'acte anormal de gestion. Les critères, deux choses. La notion d'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire qu'un acte doit toujours être réalisé dans l'intérêt direct de l'entreprise. Si l'opération est contraire à cet intérêt, sans justification économique ou stratégique, on peut requalifier en acte anormal de gestion. Donc, premièrement, l'intérêt de l'entreprise. Donc, le b.a.-ba, c'est que l'abus de bien social n'est pas conforme à l'intérêt de l'entreprise puisque il ne rentre pas dans le cadre de la gestion normale. Et on arrive donc au deuxième critère qu'on va regarder, que l'acte qui a été réalisé n'est ni conforme à l'usage ni justifié par une stratégie d'entreprise et donc qu'on a une anormalité sur cet acte. Le dirigeant a agi de manière anormale. Je vous donne là une jurisprudence de 2003 sur l'abandon de créances non justifié économiquement. Donc, toujours regarder la notion d'intérêt d'entreprise. Et donc, lorsque vous allez réaliser certaines opérations, alors il y a des opérations plus ou moins, on va dire, évidentes, hein, mais toujours regarder est-ce que ça rentre bien dans l'intérêt de l'entreprise. La notion d'intérêt, c'est une notion qui peut être très mouvante, hein. Euh, et ce qui est important, c'est de comprendre qu'on va regarder dans l'intérêt de l'entreprise et pas obligatoirement du groupe. Donc il faut bien regarder individuellement au niveau de la société et pas au niveau d'une société mère ou d'une société sœur. Alors, les différents cas qu'on peut trouver, on en a vraiment beaucoup, hein, c'est le b.a.-ba du contrôle fiscal. Premièrement, l'abandon de créances sans contrepartie. Une société, elle renonce à une créance sur une filiale déficitaire
sans pour autant démontrer un intérêt commercial ou stratégique. Alors, je vous donne un exemple. Là, j'ai un exemple de jurisprudence, mais j'ai un exemple, moi, qui s'est passé il y a quasiment un an et qui a été accepté par l'administration fiscale. Il y avait un abandon de créances important sur une filiale étrangère et l'administration a accepté ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on avait besoin que le bilan de la société étrangère, en l'occurrence une société américaine, soit à l'équilibre parce qu'elle a participé à des appels d'offres et que dans le cas contraire, elle n'aurait jamais pu y participer. Donc, on a bien un intérêt commercial stratégique. Deuxième point, la rémunération excessive ou injustifiée. Vous avez un versement d'une prime très élevée alors que le chiffre d'affaires, le résultat de la société n'a pas augmenté, voire même diminué. Alors là, on voit sur cet exemple que on pourrait tout à fait, par la rédaction intelligente d'actes juridiques, permettre cette rémunération excessive. Si on ne dit rien, si on n'écrit rien, et qu'on se contente de dire on verse une prime, là, effectivement, on court à la catastrophe. Par contre, si on explique que cette prime est motivée pour telle et telle raison, même si le chiffre d'affaires n'a pas augmenté, l'histoire est différente. Vente à perte sans justification. Car vous avez un actif immobilisé à votre bilan et vous le vendez à une valeur inférieure à la valeur de marché sans logique économique. Alors, en période de crise comme aujourd'hui, par exemple, crise immobilière ou crise dans l'exploitation de l'entreprise, on pourrait l'expliquer en indiquant qu'on avait besoin de liquidité. Mais encore une fois, si on ne le précise pas, s'il n'y a pas de logique économique, ben, on peut avoir une remise en cause. Paiement de dette ou dépenses pour des tiers. Alors là, on est plutôt sur l'abus de bien social, hein, c'est-à-dire qui est plutôt classique. On paye, la société paye une dépense personnelle du dirigeant. Alors, on voit un peu de tout, hein. Ça va des vacances, du club de sport, des costumes, des habits, des dépenses alimentaires. Alors des fois, ça peut s'expliquer, d'autres fois, c'est quand même plus compliqué. Donc voilà pour quand même certains exemples qu'on peut trouver dans la jurisprudence et en pratique journalière du contrôle fiscal. Comment ça fonctionne? La charge de la preuve, elle appartient toujours à l'administration fiscale. L'administration fiscale, elle va plutôt avoir un raisonnement très basique, dire, voilà, telle dépense, on ne la comprend pas, elle n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. La société, dans le cadre de sa réponse, elle va devoir démontrer l'intérêt économique ou stratégique. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur un abandon de créance. Alors, d'ailleurs, à ce titre-là, il est important de comprendre que plus on répond tôt dans un contrôle fiscal sur ces sujets, plus on va éviter l'enchaînement et le fait de recevoir une proposition de rectification. C'est-à-dire qu'il est plutôt aisé au cours du contrôle d'amener des justifications. Une fois que c'est par écrit, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, il ne faut pas hésiter d'avoir une vraie politique de gestion du contrôle fiscal et pas uniquement de déléguer comme nous on le voit souvent, hein. Alors, c'est pas obligatoirement mal fait, mais ça peut être des fois compliqué à l'expert comptable. Euh, Dans un contrôle fiscal, il faut faire intervenir l'expert comptable, l'avocat corporate, éventuellement l'avocat fiscaliste, pour avoir une vraie réflexion sur les sujets au cours du contrôle. Les sanctions, on l'a vu, réintégration dans le résultat imposable, incidence en TVA, souvent majoration de 40%, et puis il peut avoir quelquefois du pénal. Alors c'est plutôt rare parce que l'administration fiscale aime pas le pénal et elle considère que c'est pas son problème, l'abus de biens sociaux. Après, tout dépend des sommes et surtout quelles sont les incidences en TVA.
plus vous avez des incidences en TVA importantes. On a l'habitude de dire que plus de 300 000 euros d'incidence en TVA, c'est une plainte pénale quasiment automatique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Oh, pardon, j'ai perdu. Pour se protéger, premièrement, rédiger des documents, des mémos, avoir de la documentation. Vous avez un abandon de créance ou une remise commerciale exceptionnelle. Comme je vous ai donné tout à l'heure l'exemple d'un appel d'offres, il faut avoir les éléments d'appel d'offres habituels de la filiale, des critères qui sont demandés, de ce qui a été gagné auparavant et de ce qui a pu être perdu dans le cadre des remises ou des abandons. Par exemple, moi j'ai vu il y a quelque temps passer une remise en cause d'une loge au Paris Saint-Germain. Euh, bah, on n'avait pas de liste des invités, et quand on n'a pas de liste d'invités, on ne démontre pas obligatoirement que ce sont des invités professionnels. Alors attention, quand vous donnez une liste d'invités, il faut toujours donner uniquement le client et pas la famille, puisque à ce titre-là, ça pourrait être mis en cause. Donc, on rédige, on a de la documentation. On motive, par exemple, les rémunérations dans des procès-verbaux ou dans des contrats. Il faut rédiger du juridique intelligemment. On voit trop souvent du copier-coller en juridique parce qu'on vous explique que c'est pas important, parce que l'approbation des comptes, ça sert à rien, c'est une dépense pour la boîte. Oui, mais le problème, c'est que une fois que c'est figé, une fois que c'est mal rédigé, quand l'avocat fiscaliste arrive, on rame un peu. Et on explique que c'est aussi de la responsabilité du dirigeant d'entreprise de savoir écrire des choses. Alors, on ne dit pas d'écrire obligatoirement tout, parce que certains documents peuvent être amenés à être publics. Alors pour ça que sur les procès-verbaux d'assemblée, il faut plutôt faire des extraits à déposer au greffe que plutôt envoyer toute l'assemblée. Pour regarder souvent ces documents avec mes clients concernant des concurrents ou dans des procédures, on apprend beaucoup de choses dans le cadre d'une approbation des comptes. Ne pas hésiter à demander des avis à votre expert comptable, à un avocat fiscaliste et éventuellement demander une position à l'administration fiscale avec des rescrits. Donc, très important aussi, on le voit dans des sociétés où on a des fonds d'investissement, euh, faire attention à la rédaction des documents qui sont pas des documents juridiques tels qu'une assemblée d'approbation des comptes, mais les documents de gouvernance comme des comités stratégiques, des comités d'animation. Tous ces éléments sont autant d'éléments importants. Donc voilà, sur l'acte anormal de gestion, ce qu'il faut retenir, création jurisprudentielle, notion plutôt souple, l'administration va remettre en cause l'anormalité de la décision, de l'acte qui a été passé. Derrière, vous devez, vous, amener et prouver qu'il y a de la substance, qu'il y a un intérêt économique, un intérêt pour la société. L'intérêt pour la société, ça signifie pas obligatoirement un intérêt fiscal positif, hein. Mais il faut démontrer que le chef d'entreprise avait l'obligation ou devait passer cet acte au regard de l'intérêt de l'entreprise. Et surtout, il ne faut pas attendre d'être dans une vérification, parce que ça peut être souvent trop tard. Il faut essayer d'agir vraiment euh, le plus tôt possible. Donc, il y a deux questions. Premièrement, sur combien d'années on peut remonter? Bah, le principe, c'est le contrôle fiscal. Donc, on va expliquer que c'est 3 ans plus l'année en cours. Et si on a une société qui est à l'étranger, oui. Alors, bien évidemment, une société étrangère, une filiale étrangère n'est pas contrôlée. Mais l'abandon classique hein, de créances réalisées par une société française au profit de sa filiale étrangère, il est bien dans la comptabilité, dans la fiscalité de la société française, donc il peut être amené à être mis en cause. Et effectivement, on a des sujets, c'est que quand on fait une opération,
il faut aussi se poser la question de l'incidence des abandons de créances. Alors, je vous donne un exemple, hein. On l'a eu il y a à peu près 6 mois. L'abandon de créances sur une filiale américaine était beaucoup plus facile à démontrer avec des incidences en interne sans problème, alors qu'au Canada et en Italie, c'était plus compliqué. Donc, il faut aussi s'entourer, mais ça, c'est, je pense, plus le rôle du fiscaliste que du chef d'entreprise, c'est d'aller faire valider tous ces éléments-là en fiscalité locale. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, puis je vous donne rendez-vous une prochaine fois.